Pierre Poney, bonjour. Salut. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la raison de ta venue ici? C'est parce que un certain jour d'octobre 2004, au théâtre de la Madone, il y avait une effervescence parce que tout le monde disait il y a Robert Faurisson qui est là. Je ne savais pas qui était Robert Faurisson du tout, mais il y a une sacrée effervescence. Il était là. Donc j'ai attendu la fin du spectacle et puis je me suis approché de lui. Je lui ai dit, vous êtes monsieur Faurisson? Je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes, et c'est là que d'une manière très amicale et d'une manière simple, d'une manière rationnelle, il m'a expliqué ce qu'était en gros son opinion sur ce qui s'est passé à propos des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Moi je trouvais que je me suis dit, il faut que j'aille un petit peu plus loin. Et donc, je me suis procuré, je crois que c'était 6 volumes de ses écrits. J'ai trouvé que ça tenait la route, c'est tout, je ne peux pas dire le contraire. D'accord. Et la raison de ta venue ici, en fait, tu pourrais un petit peu nous rappeler les faits? Oui, c'est qu'il y a de cela plus d'1 an, sont parues 2 pages consacrées à Robert Faurisson dans le journal Le Monde. Il a estimé devoir répondre, et autant que je sache, parce que je n'ai pas suivi le procès en première instance, je crois qu'on lui a refusé un droit de réponse. Voilà. Donc là, il fait appel. Je connais pas dans le détail ce dossier. J'en connais bien d'autres, mais celui-là, je ne le connais pas dans le détail. Et quand je ne connais pas, je le dis. Quand je sais, je le dis. Quand je sais quelque chose, je le dis. Et puis, pour moi, le travail de Robert Faurisson est très sérieux. Seulement, une loi, la loi du 13 juillet 1990, la loi Fabius-Guessot, nous interdit d'exposer ses idées. Bon, pour moi, c'est une loi qui viole la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, en ce sens que cette déclaration consacre le droit à la résistance à l'oppression. Or, moi, j'affirme que M. Robert Faurisson est victime d'une véritable oppression idéologique. Bon, maintenant, je ne vais pas développer le fond du sujet, mais je trouve que cette loi est anticonstitutionnelle. Je crois même savoir que le président du Conseil constitutionnel, M. Jean-Louis Debré, le reconnaît en privé lui-même. Donc, d'une manière ou d'une autre, cette loi, il faudra l'abroger. Voilà. Ah non, mais là, je suis un peu furieux parce que c'est pas normal qu'il y ait une loi qui empêche qu'on puisse s'exprimer librement sur ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce que M. Robert Faurisson n'a jamais nié que les Juifs n'avaient pas subi un préjudice, n'a jamais nié que les Juifs n'avaient pas souffert de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Simplement, quand on analyse un petit peu comme il l'a fait, on se rend compte que la version officielle, notamment du tribunal de Nuremberg, elle est fallacieuse. D'abord, ce tribunal militaire, comment se fait-il qu'il n'y ait aucune possibilité d'appel? Pourquoi on ne ferait pas appel du jugement du tribunal militaire de Nuremberg? Voilà ce que j'ai à dire. Il y a un problème réel qui se pose au niveau du droit et au niveau des valeurs qui sont celles de l'humanité. Oui, mais c'est interminable, là. Ça fait 13 ans. Vous pourriez nous dire un peu comment ça se passe à l'intérieur? La raison de votre venue ici, en fait, vous êtes en appel, c'est ça? Oui, nous interjetons appel d'un jugement qui a été rendu à propos d'un article paru dans Le Monde le 21 août 2012, un article signé d'Ariane Chemin, un article dans lequel elle me traite de menteur professionnel, de faussaire et de falsificateur.
Et elle me dit, vous me poursuivez pour injure publique. Non, il fallait me poursuivre pour diffamation. La différence est la suivante. Si je dis à une personne, vous êtes un escroc, et que je n'ajoute rien, cela s'appelle une injure publique. Si vous dites, vous êtes un escroc, en ce sens que vous avez commis telle escroquerie à tel instant, de telle façon, à ce moment-là, vous pouvez porter plainte en diffamation. Or, comme cette femme à aucun moment ne donne un exemple de ma part, soit de mensonge, soit de faux, soit de falsification, j'en suis réduit à la poursuivre pour injure publique. Ce qu'ils recherchent, ces gens, c'est une échappatoire, évidemment. Et moi, je veux les mettre au pied du mur en leur disant, ça sera tout ce que vous voudrez, mais vous avez besoin de me dire où j'ai menti, où j'ai fabriqué un faux, où j'ai procédé à une falsification. Parce que depuis 60 ans que je suis dans la galère révisionniste, on m'a bien souvent accusé d'être un faussaire, un menteur, mais je n'ai pas encore vu une seule preuve. Très bien. Concernant faussaire, justement, il y avait une histoire, un procès. Justement, vous avez raison, oui. C'est le procès Badinter, il date de 2007. Robert Badinter avait osé déclarer qu'il m'avait fait condamner du temps qu'il était avocat, en 1981, en qualité de faussaire de l'histoire. Alors, j'ai simplement... Il faudrait laisser passer ce monsieur. Là, je l'ai poursuivi pour diffamation, puisque c'était une accusation circonstanciée. Et je lui ai dit, vous ne m'avez nullement fait condamner pour être un faussaire de l'histoire. Regardez, voici le texte du jugement, voici le texte de l'appel. Montrez-moi à quelle page, à quelle ligne vous avez obtenu cette condamnation. Et j'ai vu un petit garçon se faire tout humble en un premier temps et nous raconter que oui, bien sûr, il avait été très pressé par le temps, il savait qu'ils avaient obtenu ma condamnation et comme lui avait plaidé que j'étais faussaire, il en avait déduit que j'avais été condamné pour être un faussaire. Et il avait de son côté le président, il avait le procureur, et voici la décision qui a été rendue. Alors, avant que je vous la donne, un point technique, si moi, je vous dis, vous m'avez accusé d'être un faussaire, je vous assigne en justice, eh bien vous avez 10 jours pour me présenter ce qu'on appelle une offre de preuve. Eh bien, le tribunal a écrit noir sur blanc à la page 13 de son jugement que M. Badinter avait échoué en son offre de preuve. Mais ne soyez pas naïfs. Il faut toujours attendre le mais, M-A-I-S. Et le mais, ça a été mais il a été de bonne foi. Remballez vos bagages et j'ai dû payer 5 000 € à M. Badinter. C'est un peu comparable, responsable et pas coupable. C'est du même genre. Et donc, j'ai le droit
de dire « Monsieur Badinter, mon diffamateur de bonne foi ». Je me demandais quelle vision vous portiez sur la polémique que Zemmour a déclenchée avec sa vision de Vichy et un petit peu ce côté révisionniste qu'il a apporté pour le grand public. Oui. Je n'ai pas suivi de près l'affaire Zemmour, je ne peux pas vraiment en parler. J'ai entendu dire ce que vous me dites là, mais pour moi c'est tellement vieux, c'est tellement connu que le gouvernement de Vichy a été mené par un maréchal de France qui, par les Allemands, était appelé, le savez-vous, le maréchal Nine. Il ne supportait pas les Allemands, il n'aimait pas les Britanniques, il adorait les Américains. Et Vichy n'a pas été ce monstre qu'on nous décrit. Nous étions vaincus, nous avions à subir la loi du vainqueur. Alors lorsque le vainqueur exigeait ceci et cela, on cherchait par tous les moyens à lui refuser, à se refuser à lui faire plaisir, évidemment. Voilà. Mais même un Klarsfeld a écrit un article disant que les 3/4 des Juifs déportés étaient revenus. Mais il faisait abstraction de ceux qui n'étaient pas revenus en France et qui, par conséquent, vers 45, 46, 47, 48, sont allés aux États-Unis ou en Israël, enfin en Palestine d'abord, en Israël ensuite. Donc le nombre doit être de ceux qui ne sont pas revenus d'environ les 4/5. Je ne cherche pas à minimiser, je cherche à être exact. Vous savez que je suis quelqu'un qui évite autant que possible les mots de vrai et de vérité. Vérité est un mot pour moi vague et prétentieux. Moi, j'aspire tout bêtement à l'exactitude. C'est-à-dire que je vous assure que je ferai tout mon possible pour vous apporter des preuves de ce que je vous dirai. Comment vous voyez votre combat aujourd'hui par rapport à l'époque où vous l'avez commencé ? Eh bien, le combat est beaucoup plus facile aujourd'hui. J'ai vécu un enfer autrefois, avant Internet. C'est Internet qui nous a sauvés. Monsieur Renoir, par contre, lui va passer bientôt sans doute quelques mois en prison. Oui, eh bien, je trouve ça terrible. Il passe également à une expertise psychiatrique. Il l'a déjà passé. Voilà, il l'a passé. Bon, voilà, c'est ainsi parce que en face, on ne parvient pas à nous donner, à nous donner la réplique, à apporter des preuves. Vous savez très bien que ce que je dis depuis toujours, c'est très simplement, à l'anglaise, half British I am, half Scottish, demi-écossais. Nous ne sommes pas très intelligents, pas comme les Français, et nous demandons une chose simple au possible, montrez-moi, ou, si vous venez me dire que les Allemands ont tout détruit, dessinez-moi une chambre à gaz nazie, mais je réclame un dessin technique. Et qui tienne compte des documents que j'ai trouvés et qu'on nous cachait. J'ai une date dans ma vie, au moins une qui compte. C'est le 19 mars 1976, grâce à une petite ruse que je n'ai pas le temps de vous raconter, j'ai pu trouver les plans
des crématoires d'Auschwitz censés contenir des chambres à gaz où on aurait tué les gens à l'acide cyanhydrique. Votre heureuse, vous la racontez ça dans une vidéo sur Internet? Si, ça m'est arrivé de la raconter. Oh, écoutez, je peux vous la raconter, ma petite ruse. Avec grand plaisir. Ça précède donc le 19 mars 1976. Nous sommes en 1975. Ah. Je voulais couper. Il l'a fait exprès. Tu vois ça? Face au montage. Hein? Face au montage. Le bruit. Bon. Alors, en 1975, je visite Auschwitz, capitale du génocide, cœur du génocide, pierre angulaire du génocide, et puis je veux voir l'arme du crime. C'est normal. Et j'entre en compétition, en quelque sorte, avec la police technique qui examine la scène de crime et l'arme du crime, ou avec la police scientifique qui, elle, a recours aux analyses de laboratoire, voir s'il y a de l'acide cyanhydrique, etc. Bien, je vais là-bas, je vois instantanément que la chambre à gaz visitée par un tas de gens n'est pas une chambre à gaz, je passe là-dessus, et je vais vers le musée d'État qui est là. Je dis voilà, je suis professeur, à l'époque j'étais professeur à la Sorbonne, enfin j'enseigne à la Sorbonne, et je m'intéresse à Auschwitz. Je voudrais quelqu'un de très calé sur le sujet. Je ne veux pas d'un guide qui récite ce qu'on lui demande de réciter. Je veux quelqu'un de très compétent. Et c'est là qu'on me désigne un monsieur dont le nom m'est resté, Jan Machawek. Et bon, ça se passe en allemand. Möchten Sie mir helfen? Est-ce que vous voulez bien m'aider? Jawohl. Et il me répondra très souvent, jawohl. Et tout d'un coup, dans le récit que je vais vous faire, au lieu d'un jawohl, vous entendrez un ja dépité. Vous allez voir pourquoi. Alors, je dis à ce monsieur, ich habe ein Problem, j'ai un problème. Kommen Sie mit mir, venez avec moi. Ah, jawohl, jawohl. Je ne le fais pas entrer dans la chambre à gaz. Ici, il y a la prétendue chambre à gaz, et là, la salle des fours. La porte est ouverte et on voit un four. Et je lui pose une seule question qui tient en un seul mot. Echt? Authentique? Jawohl. Kommen Sie mit mir. Venez avec moi. Je passe mon doigt sur la bouche du four. Je lui montre qu'il n'y a pas de suie. Et il me dit, reconstruirt. Arzo, une reconstruction peut être nette. Une reconstruction à l'identique, ça existe. Et c'est là que j'ai l'idée. C'est ma petite... ça fait partie de ma ruse. Je le regarde dans les yeux. On va pas vous mettre la balle, hein? Ah non, on est désagréable, monsieur. Monsieur Porisson, vous mettez là-haut. On vous prendra. Et alors, je lui dis, so, Sie haben Pläne. Donc, vous avez des plans. Et il m'a dit, ja. C'est le ja. Wo sind die Pläne? Où sont les plans? Et il me dit, il faut que vous voyez monsieur Tadeusz Iwaszko, qui est le directeur des archives sur place. Le lendemain, je devais repartir pour la France. Quelques mois après, donc le 19 mars 1976, je vais voir monsieur Tadeusz Iwaszko
je lui dis, j'ai vu monsieur Machaouet, je veux voir les plans. Il ne me dit pas un mot, me fait signe de m'asseoir devant une grande table, m'apporte des volumes du procès qui avait été intenté à Rudolf Höss, qui avait été un des 3 commandants successifs d'Auschwitz. Et là, je me dis, ça y est, bien, je suis perdu. Tout était en polonais. Mais il y a un bon Dieu pour les chercheurs. Et à force d'insistance, excusez-moi, pas française, mais écossaise, j'ai fini par trouver de toutes petites photos avec des légendes en allemand. Et j'ai commandé 116 photos, et parmi elles, il y avait les plans des crématoires qui me révélaient que ce qu'on s'était permis d'appeler chambre à gaz était très banalement des dépositoires. En allemand, soit Leichenhalle, halle à cadavres, soit Leichenkeller, cave à cadavres, pour les protéger de la chaleur, n'est-ce pas? Très bien. Et donc, pour prendre le plus important des crématoires, le crématoire 2 ou le crématoire 3, on me disait, vous voyez, ces 2 pièces, c'était ici le déshabilloir et là la chambre à gaz. Et déjà, je posais la question, alors attendez, si c'est mobilisé pour ces usages-là, que faisait-on des cadavres tous les jours, des malades allemands et des autres, des victimes du typhus et tout? Tout était embouteillé alors, on ne pouvait plus crématiser. Bon. Et je suis allé voir un spécialiste de fabrication des crématoires dans la région parisienne. Je lui ai montré les plans et tout d'un coup, ce monsieur dit à son second, « Oh, ça, c'est du 7-8 mètres. » Je lui dis, « Excusez-moi, monsieur, je vous ai entendu dire à votre collaborateur, c'est du 7-8 mètres. Que voulez-vous dire ?» Il dit, « Oui, ben, c'est la largeur normale d'un dépositoire. 2 mètres pour un cadavre, en face, 2 mètres pour un autre cadavre, au milieu, 3-4 mètres pour le mouvement des chariots. Et puis tout le reste montrait que c'était des dépositoires et rien de plus. Je suis obligé de m'arrêter là. Excusez-moi. Merci. Merci. En France, on dit bonne chance pour votre héroïsme. Ah, Héroïsme. bonne chance Héroïsme. pour mon héroïsme. Ah ben, voilà un monsieur qui a raison. On félicite Non, j'ai pas souvent raison au début. pour mon Héroïsme. courage, et moi je dis non. Non, bravo, franchement. Avec toute ma modestie, je vous dis pour mon héroïsme. Héroïsme. Bien sûr. En toute modestie. Ah, oui, bien c'est clair. Merci beaucoup, professeur. Je vous en prie. Maître Bonneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'avocat du professeur Forisson. Pourriez-vous nous rappeler un peu la raison de votre venue ici? Alors, le professeur Forisson est appelant d'un jugement de la 17e chambre correctionnelle de Paris, du tribunal de grande instance de Paris, qui a relaxé Madame Marianne Chemin et le directeur de la publication du Monde, M. Dreyfus, de la prévention d'injures publiques envers M. Forisson. Le Monde a fait paraître à l'été 2011 un article sous la plume de Madame Chemin dont l'objet est de s'inscrire dans une série de papiers sur les grands articles du Monde et les jours où le Monde a levé un lièvre. D'accord. En 1978, le lièvre levé ne l'était pas par le Monde, mais par le professeur Forisson. Et ce lièvre est celui qui lui a valu sa notoriété et, hélas, nombre d'agressions et de difficultés de tout genre. L'article de Madame Chemin est en quelque sorte une façon pour le Monde, à mon sens, d'aller à Canossa, de passer sous les fourches codines. Il semble que certains n'aient jamais pardonné au Monde d'avoir ouvert ses colonnes au professeur Forisson en 1978, et ce d'autant plus que les contradicteurs à qui la parole était donnée
Vellers, entre autres, de l'aveu même de Madame Chemin, n'était pas spécifiquement et spécialement convaincant. Donc Madame Chemin a rédigé un portrait du professeur Forisson dans la lignée de ce que le professeur lui-même a qualifié d'une expression célinienne, portrait au caca fumant. La difficulté de savoir si Madame Chemin a injurié ou diffamé le professeur Forisson, qu'elle traite successivement de menteur professionnel, de falsificateur et de faussaire de l'histoire. Le Monde fait plaider qu'il s'agit là de diffamation parce que ces expressions qualifieraient un fait précis. Et nous plaidons que ce n'est pas le cas, puisque jamais on n'a pu reprocher à M. le professeur Forisson un seul mensonge, une seule falsification, et que donc, quelles que soient les conclusions qu'il a tirées de ses recherches, et sous réserve bien évidemment de l'existence de lois qui limitent en France la liberté de recherche et la liberté d'expression, il s'agit d'un débat entre historiens et pas d'un débat qui devrait se tenir devant les tribunaux. Il s'agit donc d'injures pures et simples, d'injures basses et d'injures destinées à disqualifier gratuitement le travail du professeur Forisson. J'ajoute que lorsque Madame Chemin s'est présentée à son domicile pour pouvoir justifier d'une enquête sérieuse comme sa qualité de journaliste lui impose, l'entrevue a duré quelques minutes à peine et que dès que Monsieur le professeur Forisson a essayé de lui faire comprendre un minimum quels étaient ses travaux et pourquoi il avait mené telle ou telle recherche et quelles étaient les conséquences des recherches qu'il avait menées, au besoin sur les écrits d'historiens célèbres dans le camp de ceux qui croient à l'extermination. Eh bien, elle a claqué la porte. Elle n'a pas vraiment claqué la porte, mais elle a, pas physiquement, mais elle est partie, elle a mis fin à l'entretien. Cet entretien n'avait donc pour but que de dire « oui, je l'ai rencontré », avant qu'elle ne rédige ce qui n'est qu'un tissu d'injures. D'accord. Quelle différence, en fait, d'un point de vue juridique. Alors, la diffamation concerne un fait précis et l'injure ne recouvre aucun fait précis. La diffamation, c'est l'imputation d'un fait contraire à l'honneur et à la considération de quelqu'un à celui-ci. L'injure, c'est toute expression de mépris outrageante. L'arrêt de principe là-dessus concerne deux personnes qui avaient été traitées juste après la Seconde Guerre mondiale de collaborateurs. Il a été jugé que pour le père, qui avait l'âge d'avoir été collaborateur pendant la guerre, il s'agissait d'une diffamation, tandis que pour le fils, qui n'avait pas l'âge d'avoir fait de la politique pendant la guerre, il ne pouvait s'agir que d'une injure. Voilà la distinction. Qu'est-ce que ça induit comme conséquence ? Eh bien, en la matière, il n'y a pas de requalification possible. Donc, si jamais le tribunal considère, la Cour considère, comme l'a fait le tribunal, qu'il s'agirait de diffamation, eh bien, la relaxe s'imposera. L'objet est de pouvoir dire qu'il s'agit d'injure. Et il s'agit d'injure puisqu'il n'y a rien dans le corps de l'article de Madame Chemin qui puisse asseoir en quelque sorte un caractère réel des imputations que contiendraient éventuellement les textes de faussaires de l'histoire, de menteurs professionnels. D'autant qu'il y a un précédent avec faussaire de l'histoire, un précédent avec Robert Badinter, tout à fait. Robert Badinter avait traité le professeur Forisson, ou avait dit avoir fait condamner le professeur Forisson comme étant un faussaire de l'histoire, et le tribunal avait considéré que M. Badinter avait échoué dans son exception de vérité, puisqu'en matière de diffamation, il existe une chose qui n'existe pas en matière d'injure, qui est l'exception de vérité. C'est-à-dire que si vous êtes poursuivi pour avoir diffamé quelqu'un, vous pouvez, par des règles procédurales particulières, rapporter la preuve de la véracité des faits que vous imputez à telle ou telle personne, auquel cas, bien évidemment, si vous rapportez la preuve de la véracité de vos imputations, vous ne pouvez plus être condamné pour des faits de diffamation. Le professeur Forisson avait échoué, M. Badinter avait échoué à rapporter la preuve de la vérité des termes qu'il avait employés. Par contre, il avait été considéré qu'il était de bonne foi. D'accord. Et concernant aujourd'hui, quelles sont vos attentes ? Vous pensez qu'obliger le monde à un droit de réponse, c'est envisageable ou... C'est ce que j'espère. D'accord. C'est pour ça que je viens. C'est votre première demande, pardon.
Non, on a demandé des dommages à intérêts, puis également l'insertion d'un droit de réponse, bien évidemment. Enfin, d'un droit de réponse, non. L'insertion dans les colonnes du Monde d'un extrait de la condamnation, de l'arrêt de la Cour. Même pas un droit de réponse Non, le droit de réponse, c'est prévu par des textes totalement différents, ça n'a rien à voir avec cela. Là, c'est une insertion d'une partie de l'arrêt à intervenir. D'accord, très bien. Merci. Incroyable. Non, mais manque de courage. Comme Rhys. Ah mais moi à sa place, je ne viendrais pas. Hein. Ben, vous n'auriez pas porté plainte. Comment? Vous n'auriez pas porté plainte à sa place. À un moment donné, il faut être cohérent. On porte plainte et on assume et on se déplace. Ou alors on ne porte pas plainte. Non, c'est moi qui porte. Je comprends bien, mais... Je porte Voilà, plainte surtout contre le journal Le Monde, que je ne manque jamais d'appeler, vous savez. Je dis toujours Le Monde, virgule, journal oblique. On se crève l'œil droit, comme ça permet de ne rien voir de l'œil droit. On ne voit que de l'œil gauche, et de l'œil gauche et du cœur situé à gauche, on vous fait comprendre, je vous soupçonne de n'être pas aussi intelligent que moi, et de n'avoir pas autant de cœur que moi. Et c'est mon intelligence et mon cœur qui me permettent de faire le son. Vous ne pouvez pas. Je dirais Dieu donné, Et je moi, n'ai pas d'âme. mon rêve, si je puis dire, c'est d'entrer en compétition avec l'arbitre. J'aime bien arbitrer des matchs de tennis, des choses comme ça, d'être strict. Et on ne l'applaudit pas, hein, l'arbitre. Non, non, effectivement. Non. On en parle seulement quand il se Et il est là, son plaisir, c'est d'être exact. Vous êtes une référence pour beaucoup de gens d'entre nous. L'exactitude, voilà, la précision, proprement dire, et puis l'ouverture d'esprit au pays de Parce Descartes. que ce qui est curieux, c'est que moi, je suis capable de donner une liste interminable de faux et de falsifications chez mes adversaires. Oui. Interminable. Quand M. Klarsfeld reproduit le passage d'un journal tenu par un médecin allemand qui était à Auschwitz, au moment du Auschwitz, le texte est en caractère gothique. Moi, j'ai eu la chance d'apprendre l'allemand en caractère gothique. Mais alors, il dit bien, ce médecin, il dit à un moment, j'ai assisté à une action spéciale et il dit draußen. Draußen, ça veut dire dehors, à l'air libre. Klarsfeld, mais j'ai assisté à une action spéciale, entre parenthèses, dans les chambres à gaz. Oui, logique. Alors il saute draußen et il met les chambres à gaz. Vous savez que tout récemment, il vient de parler de 1000 juifs roumains, enfin tout récemment, c'était 2010, de 1000 juifs roumains qui ont été tout d'un coup ramassés en France, qui ont été envoyés à Auschwitz et qui ont été gazés dans leur lit. Dans leur lit. How? So interesting. How did they manage Of course. to kill those people in their beds? What's that? Les reculs devant Comme font les Anglais, ils font how. Puis après, ils font how. There we are. Bon courage, on a exercé. Enfin, vous connaissez les articles 19 et 21 du tribunal militaire international de Nuremberg.
Ah, moi je connais par cœur. C'est ici. Alors, article 19, le tribunal ne sera pas lié par les règles techniques relatives à l'administration des preuves. D'accord. C'est pas mignon. Article 21, l'article n'exigera pas que soit rapportée la preuve de fait, FAITS, de notoriété publique, mais les tiendra pour acquis. C'est pas joli. On n'a toujours pas évolué, quoi. On n'a toujours pas évolué. Non, mais Le principe du chef, le chef a raison. c'est le chef a raison, oui, oui. C'est le facilitateur. Et puis, ou alors c'est encore, il ne faut pas se demander comment techniquement un tel meurtre de masse a été possible. Il a été possible techniquement puisqu'il a eu lieu. Oui. C'est un merveilleux exemple de bêtise professorale. Vous pouvez appeler ça la tautologie. Oui, C'est le monde. bien sûr, ça se mord la queue, oui. C'est la réponse dans le monde. C'est dans le monde. Ils se sont mis à 34 historiens pour nous mijoter cette réponse. Alors Forisson, bien sûr, en était sur le flanc. Hein? C'est Pandore, c'est le raisonnement de Pandore. Circuler, il n'y a rien à voir. D'accord. Mais alors, ce qui est merveilleux, c'est la pauvre femme, alors. Le germaniste s'est dit ein Sammelsurium von Durcheinander. Ça veut dire une confiture de confiture. Confiture de bric-à-brac. De bric-à-brac, de Durcheinander. C'est bien pire que ça, c'était de la mauvaise foi, tout ça. Non, la mauvaise foi, d'accord, mais l'absence totale de mind, De raisonnement. de raisonnement, elle ne savait pas ce qu'elle disait, cette pauvre femme. Elle est Alors, bête elle comme faisait ses pieds, ce qui sont droits. Oui, c'est de la malhonnêteté. C'était de la malhonnêteté intellectuelle. Elle s'appelle comment, cette dame? Je ne sais pas. Je sais pas, parce que pour moi, c'est un modèle de la... Ah, d'avoir encore un nom breton. Sophisme dont on est capable de nous Oui, apprendre. oui. Attention, je suis pas antisémite. En tout cas, ils ont J'ai pas le temps. manifesté. J'ai pas le temps. Oui, oui. J'étais pas né. Vous savez que l'article 21 du statut du tribunal militaire international de Nuremberg précisait également que tout rapport écrit par les vainqueurs sur les vaincus, en réalité le vaincu, avait automatiquement valeur de preuve authentique. Vous n'aviez pas le droit. Alors ce qui est amusant, c'est que vous avez un rapport fameux sur Treblinka, où, document PS 3311, où il est dit que les Juifs à Treblinka étaient ébouillantés. Il y avait a well, un puits, pipes, des conduits, un boiler, une chaudière, et là, les Juifs étaient tués par steam chambers. Si vous voulez continuer vos enregistrements, vous descendez parce qu'on va perturber l'audience. Ah. On vous entend.